Ce soir, en l'occurrence, vous l'aurez compris, on va discuter d'industrie et de stratégie. Donc, dans beaucoup de réflexions, l'industrie est au centre sur la question écologique. Donc, on veut la déboulonner, on veut la démanteler, on veut sa reconversion, la faire bifurquer, y déserter, ou alors réveiller le mouvement ouvrier en son sein, etc. Voilà, c'est de ça qu'on va essayer d'un peu discuter avec deux chercheurs qui nous ont fait l'honneur d'accepter cette invitation. Donc on a Mireille Bruyère, tu es enseignante-chercheuse en sciences économiques à l'UT2J. Donc tu t'intéresses aux questions du travail, ses modalités, ses évolutions, et tu t'intéresses également aux mécanismes du capitalisme qui sont incompatibles dans l'enjeu climatique, et aussi à une alternative qui est le modèle coopérativiste. Et on a aussi l'honneur de recevoir Paul Guilibert, qui est descendu de Paris. Merci d'être là. Donc, tu es chercheur au CNRS en philosophie. Tu te considères éco-marxiste, si je ne dis pas de bêtises. Et tu t'intéresses également au travail. Et pour toi, c'est central dans le sens où tu dis que toute pollution a pour préalable l'exploitation du travail. Et dans cette pensée-là, tu essayes d'amener les réflexions des pensées féministes, antispécistes et postcoloniales. Et tu amènes également un point de vue stratégique qu'on pourrait largement résumer, mais qui est, voilà, sur une grève que tu appelles grève écologique. Donc on a décidé d'organiser cette discussion en deux ou trois axes, on verra. En tout cas, le premier axe, avant d'entrer dans le vif du sujet des débats stratégiques, tactiques, etc., on va essayer de recontextualiser l'industrie, d'historiciser son processus. Donc, qu'est-ce que l'industrie? Quelle est son histoire? Quels sont les intérêts qui se cristallisent en son sein? D'où vient l'industrie? Qui sont ses tenants? Qui décide de l'orientation de la production? De qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi? Comment? Avec qui? Par quel processus de travail? Par quelles ressources naturelles? Etc. Voilà, je vous laisse commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Super. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de cette séance. Je suis très, très content d'être là pour parler d'industrie, même si je suis certainement pas un spécialiste de l'industrie et des questions industrielles, en tout cas en particulier. Mais en tout cas, je voudrais commencer simplement peut-être par un petit point un peu historique que je reprends, disons, à la tradition du marxisme en histoire environnementale. Qui est le rapport intime entre industrie et crise climatique d'abord. Et j'insiste sur d'abord l'idée de crise climatique. Alors, commençons par définir un peu ce qu'on entend par industrie. Je pense que ça va être important. Je vais essayer de montrer que la question industrielle, elle est évidemment centrale dans le capitalisme contemporain, mais c'est pas la seule question par laquelle il faut évidemment aborder le rapport entre capitalisme et écocide. Alors, l'industrie, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est la production en série d'objets manufacturés à grande échelle qui suppose à la fois une forte concentration ouvrière, une forte concentration de travailleurs, une division technique du travail, c'est-à-dire une répartition des tâches, tout le monde ne fait pas la même chose dans l'usine, et un développement important de forces productives, de techniques qui vont permettre d'augmenter la productivité. Ce qui est évidemment central dans la question de l'usine par rapport à plein d'autres modes techniques de production, c'est l'organisation par les capitalistes, par les dirigeants, par des ingénieurs de tout le processus de travail et les chaînes de commandement qui y sont liées. Alors, une fois qu'on a défini rapidement, sommairement l'industrie de cette manière, on peut dire qu'évidemment, il y a un lien très fort entre industrie et crise climatique. Là, je reprends un historien que vous connaissez toutes et tous, Andreas Malm, l'histoire qu'il propose dans Fossil Capital de l'émergence de la crise climatique. Et alors, si vous voulez, pour lui, ce qui est très marquant, c'est que, évidemment, la crise climatique commence à partir du moment où on se met à utiliser des machines à vapeur qui utilisent du charbon. Mais les raisons pour lesquelles des capitalistes décident d'utiliser ces machines plutôt que des moulins à eau ou des moulins à vent qui étaient utilisés ou des forces animales qui étaient utilisées auparavant, ce ne sont pas des raisons techniques. C'est des raisons qui sont d'abord et avant tout des raisons politiques. Alors Malm, il en identifie au moins 3 de ces raisons qui me semblent extrêmement marquantes. La première, c'est que
au début du 19e siècle, la principale mobilisation tactique de lutte ouvrière pour lutter contre les conditions de travail déplorables dans les usines, c'est la mobilité ouvrière. C'est-à-dire le fait de quitter l'usine quand les conditions de travail ne sont pas assez bonnes. Si l'usine elle est installée dans une campagne, là où il y a des cours d'eau, où on a pu installer des moulins à eau, si tous les ouvriers de l'usine partent, alors il y a un grave problème pour les capitalistes, c'est qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre. Ils n'ont plus d'ouvriers à exploiter, ils ne peuvent plus faire tourner la machine. Donc la machine à vapeur, le premier avantage qu'elle donne, c'est ce que Malm appelle un avantage spatial dans la lutte des classes. La machine à vapeur, on peut l'installer un peu où on veut et on peut l'installer surtout dans les villes où il y a des fortes concentrations urbaines. Des fortes concentrations ouvrières. Pardon. Le deuxième avantage de la machine à vapeur, c'est qu'il permet aux capitalistes de ne plus coopérer les uns avec les autres. Alors ça, c'est un point aussi extrêmement intéressant. C'est l'idée que à partir des années 1820-1830, une crise majeure qui a traversé l'économie anglaise, les capitalistes n'ont plus envie de coopérer techniquement, politiquement et financièrement les uns avec les autres. Ils se lancent au contraire dans un processus de concurrence accrue. Or, si vous installez des moulins à eau à côté de vos usines, ça suppose de gros investissements financiers, ça suppose d'avoir des ingénieurs, ça suppose des formes de coopération technique, financière et politique. Donc la machine à vapeur, elle a comme deuxième avantage, de ne pas avoir besoin de coopération entre capitalistes. Et le troisième avantage de la machine à vapeur, c'est qu'on peut la faire fonctionner quand on veut. Contrairement au moulin à eau qui dépend du flux hydrique, qui dépend donc des précipitations, de la quantité d'eau qu'il y a, etc. La machine à vapeur, on peut la faire fonctionner quand on veut. Et ce qu'ont arraché les ouvrières et les ouvriers au début du 19e siècle, c'est des limitations sur le temps de travail, une série de lois, notamment en Angleterre, entre 1830 et 1840. Donc, en fait, si vous voulez, la thèse de Malm, que je reprends ici, mais qui me semble tout à fait parlante, c'est que la crise climatique, elle naît bien avec le capitalisme industriel, mais elle ne naît pas comme une réponse technique à un ensemble de problèmes techniques, elle naît comme une réponse politique dans une lutte des classes entre capitalistes et travailleurs. Elle fournit donc aux capitalistes un avantage technopolitique dans la lutte des classes. Alors, une fois qu'on a montré très rapidement cette origine, si on veut, du rapport entre industrie et crise climatique, il faut aussi en même temps préciser immédiatement que l'industrie est certainement pas le seul secteur du capitalisme responsable de la crise climatique ou de la crise écologique en général. Si on pense au capitalisme contemporain, le secteur du transport et de la logistique, les secteurs du bâtiment, les secteurs de l'agriculture ou de l'extractivisme sont eux aussi des secteurs extrêmement polluants, que ce soit en termes d'émissions de CO2 ou bien en termes de pollution industrielle, de destruction d'écosystèmes, etc. Donc en somme, si vous voulez, malgré la centralité, c'est peut-être pour faire une petite relativisation du thème du séminaire de ce soir, malgré la centralité de la production industrielle dans la crise climatique et dans le capitalisme, c'est la structure de classe du système capitaliste en général, principalement orientée vers l'accumulation de profits par la production de marchandises qui est responsable de la crise climatique. C'est donc, si vous voulez, cette idée qu'il faut produire toujours plus de marchandises pour produire toujours plus de profits qui est véritablement au cœur de la crise écologique. C'est, si vous voulez, ce qu'on appelle en général la croissance ou le productivisme, plutôt que simplement la question industrielle. Une autre manière de montrer ça, je vais essayer de ne pas être trop long, hein, mais tu m'arrêtes, Capucine, si tu trouves que je suis trop long. Une autre manière de dire ça, c'est que la crise écologique ne se limite pas à une crise climatique. La crise climatique, le réchauffement, c'est évidemment un des éléments dont on parle le plus aujourd'hui, mais c'est une des dimensions de la crise écologique, auquel il faut aussi ajouter tout un autre ensemble de phénomènes, l'extinction de la biodiversité, la salinisation des océans, la fonte des glaces, la perturbation du cycle de l'eau, la pollution des sols, etc. Or, toutes ces catastrophes écologiques et non pas simplement climatiques, elles ne commencent pas, elles, avec le capitalisme industriel.
Elle commence bien plus tôt. Elle commence dès l'implantation des premières plantations coloniales, dès le XVIe siècle. C'est ce qu'a bien montré un autre historien de l'environnement qui s'appelle Jason Moore. On pourrait là dater le début de la crise écologique, non pas au XIXe siècle avec le début du capitalisme industriel, mais dès le XVIe siècle, à partir du moment où se mettent en place dans les îles de Madère des plantations de canne à sucre orientées intégralement vers la monoculture d'exportation qui aboutissent à l'épuisement des écosystèmes des îles de Madère, avec un système économique qui est intégralement fondé sur une force de travail esclave noire. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi évidemment j'insiste là-dessus, c'est que on peut, là encore, évidemment, s'arrêter sur la centralité aujourd'hui de l'industrie dans la crise écologique et dans la crise climatique, mais certainement pas d'un point de vue historique. Et même si on prend la circulation d'une marchandise à l'échelle mondiale, d'une marchandise capitaliste, toute marchandise, elle suit un cycle écologique qui est globalement le même. D'abord, il faut commencer par prélever des ressources naturelles, que ce soit des ressources énergétiques ou des ressources qui vont servir à la transformation. Ces ressources, elles sont prélevées en général beaucoup dans les pays des Suds, pas uniquement, mais beaucoup dans les pays des Suds, et elles supposent une force de travail extractiviste. Elles supposent qu'il y ait des mineurs, elles supposent qu'il y ait des gens qui récupèrent ces ressources. Donc, une fois que ces ressources elles ont été extraites, elles circulent à l'échelle mondiale de nombreuses fois pour être transformées, pour être produites, etc., pour être véritablement produites et transformées en marchandises. Là encore, dans la circulation d'une marchandise capitaliste, il y a de l'émission de CO2, donc de la pollution, mais il y a aussi de l'exploitation de travailleurs dans la circulation, que ce soit dans des entrepôts logistiques, que ce soit dans des docks, etc. Et c'est seulement après, une fois qu'elle a circulé, que les ressources ont été extraites, que les marchandises sont véritablement produites. Et c'est là où intervient l'industrie. Mais donc on voit que l'industrie, en fait, dans le cycle de production d'une marchandise, elle intervient assez tard. Elle est dépendante de toute une économie, d'une division internationale du travail qui repose aussi sur l'exploitation des pays des Suds, qui sont parfois ou différemment orientés vers la production industrielle. Ce que je voulais dire par là, c'est que toutes les formes de destruction de la nature, de pollution ou de destruction de la nature, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Il n'y a pas de destruction de la nature sans qu'à un moment donné, il y ait des travailleuses et des travailleurs qui ne soient exploités pour prélever des ressources, les faire circuler, les transformer et ensuite les traiter une fois qu'elles ont été consommées et qu'elles deviennent des déchets. D'où l'importance de repenser la centralité du travail et des travailleurs et des travailleuses dans une bifurcation écologiste, d'où aussi l'importance de repenser la réappropriation de l'appareil productif. Pourquoi ? Parce que quand il est aux mains des capitalistes, cet appareil productif, il est certain qu'il ne va pas être réorienté. C'est un argument qui est posé par Timothée Parric, un économiste de la décroissance, qui me semble très parlant. C'est qu'une multinationale, elle va être beaucoup plus difficile à contraindre ou à convaincre de faire bifurquer son appareil productif, ce qui est certainement moins le cas pour une coopérative gérée à petite échelle. Donc voilà, si vous voulez, le point que je voulais faire ici, c'est que c'est le système de production dans son ensemble, dont le secteur industriel n'est qu'une des manifestations, qui est responsable de la crise écologique. Et c'est seulement en replaçant la place des travailleurs, la question du travail et des travailleurs au cœur d'une réflexion écologique qu'on peut penser une véritable bifurcation.
Alors, en écoutant ta présentation, Paul, je me suis dit qu'en fait, le débat que nous allons avoir ici, c'est un débat qui ne pourra pas du tout être tranché. Parce que, en fait, au départ, quand on l'avait pensé, c'était ce qui nous amenait à nous questionner, c'était effectivement tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'industrie, qu'est-ce que c'est que le capitalisme, quelles sont les relations entre le désastre écologique et le capitalisme et l'industrie, donc que tu as présenté, que tu viens de faire là. Mais c'était aussi, en fait, face à ça, on se pose toujours, mais quel chemin ? Comment on fait? Quelle est la stratégie? Quels sont les moyens, etc. Et donc, c'est cette articulation-là. Et dans toute ta présentation, je me dis, mais en fait, on est vraiment pris dans une discussion sur laquelle il va être très, très difficile à trancher. On ne va pas sortir de là avec une conclusion stratégique. Ça, je voulais insister là-dessus. Et donc, moi, ma présentation, elle est beaucoup plus pour essayer qu'on ait un débat, en fait, et qu'un débat qui ne soit pas simplement entre nous, mais un débat aussi avec la salle, je l'espère, et qu'on ait un débat sur lequel on puisse commencer par s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par capitalisme, stratégie, bifurcation, industrie. Donc, ma première présentation, ça, elle part de là. Donc, le point de départ nécessaire de notre débat, c'est d'essayer de se mettre un petit peu d'accord sur ce qu'on entend. Et il m'a semblé que pour moi, d'abord, ce n'était pas de vous dire ce que je comprends par capitalisme, industrie. C'était plutôt de dire, en fait, bifurquer vers où? Je me suis dit que d'abord, il fallait se poser cette question. C'est-à-dire de quoi on veut sortir et vers où on veut aller. Me semblait être un point important, et du coup d'abord de dire que la question de la bifurcation implique la question de la direction, qui s'oppose souvent d'ailleurs dans les débats, et à la Técopole on l'a souvent dit, une critique de l'idée de transition où il suffirait de changer d'état pour pouvoir répondre à la question écologique et même à la question sociale. Il faudrait faire une transition écologique, donc ça fait longtemps que cette critique a été faite, je ne reviens pas dessus. Donc on part de l'idée de bifurcation, et donc l'idée de bifurcation, c'est bien l'idée de changer de sens. Puisqu'on va dans le mur, il faut changer de sens. Et moi, je ne peux pas envisager, et je le dis dès le début, je ne peux pas envisager la question de la bifurcation sans poser la question de la révolution. Alors, pas du tout dans une optique classique de révolution marxiste, classique, etc. J'essaierai d'apporter un certain nombre de critiques ou de distances ou de limites par rapport à la question révolutionnaire, mais je pense que la bifurcation est en soi révolutionnaire. En ce sens qu'on ne peut pas imaginer, dès qu'on arrive, par exemple, sur la question stratégique, on voudrait, par exemple, se réapproprier les outils de production. Ok, comment ? C'est révolutionnaire déjà. Même déjà poser un certain nombre de limites à la consommation, c'est déjà tout de suite révolutionnaire. Avec quel rapport de force, qui va le faire, dans quelle institution, parlementaire, pas parlementaire, etc. On est tout de suite, il me semble, les défis de bifurcation, vraiment, si on prend au sérieux la question de changer de sens, on est tout de suite dans une question révolutionnaire. Révolutionnaire au sens de changer le sens des institutions. Changer ce pourquoi les institutions sont faites, celles qui nous gouvernent, ou en tout cas auxquelles on participe, et qui organisent surtout notre quotidien. Donc, ça, c'était mon point de départ. Alors, du coup, le deuxième point qui vient là, ça veut dire, ok, changer le sens des institutions. Du coup, c'est quoi une institution? Et du coup, c'est quoi le capitalisme? On va évidemment le capitalisme, l'industrie ou le capitalisme industriel. J'essaierai tout à l'heure de revenir dessus. C'est bien sûr une institution. Donc, qu'est-ce que c'est que ces institutions? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Et c'est vrai que moi, je suis chercheur en sciences sociales, et donc, évidemment, c'est mon objet. Économiste ou sociologue, c'est mon objet premier. Première chose que je voudrais amener pour le débat entre nous, c'est que l'institution, c'est pas toute la société. C'est-à-dire que les institutions, l'institution, ce n'est pas la société. La société dépasse, excède l'institution, et ça c'est un point important, sinon ici on ne pourrait pas parler, on serait juste une reproduction de l'institution, on serait complètement dans la reproduction sociale, ce qu'on dit souvent. La deuxième chose, c'est que l'institution, elle ne se donne pas à voir de manière explicite. Il y a, souvent on dit dans une société, il y a plusieurs institutions, l'institution de la famille, l'institution de la concurrence, des entreprises, etc. On ne sait pas très bien comment ces institutions se coordonnent. Par contre, on va supposer qu'évidemment, si il y a une société, c'est qu'il y a une ou des institutions qui sont centrales et qui priment sur les autres. Par exemple, l'institution qui organise les rapports de production,
je te rejoins, hein, est central dans notre société. Et donc on peut dire que le capitalisme comme institution est central dans notre société. Et donc cette institution centrale va effectivement connoter, organiser même les autres institutions qui pourraient être secondaires, auxiliaires ou même à côté, hein, qui ne s'occupent pas nécessairement effectivement du rapport de production. Troisième chose importante, donc évidemment l'institution centrale s'incarne dans des lois, des dispositifs évidemment, dans les entreprises, dans l'organisation du travail, dans le salariat, bien sûr ça s'incarne concrètement, mais on n'arrive pas bien à le périmétrer. C'est-à-dire on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête, on ne sait pas où est-ce qu'elle commence, elle n'est pas complètement localisable. Et ça c'est aussi important pour moi. Ça permet aussi de rendre le problème de la stratégie difficile, parce que du coup on n'a pas un endroit où il faudrait aller pour se battre, hein, ce n'est pas très bien localisable. En particulier par un point qui est important, c'est que l'institution, elle n'est pas uniquement à l'extérieur des individus. Une partie de l'institution est en nous, en ce sens que l'individu, la part du sujet qui est socialisé, hein, est une partie de l'institution. Du coup, on a du mal à dire ah ben, ils sont là, moi je ne suis pas dans l'institution, je suis un anticapitaliste pur et dur, et donc je sais contre qui je vais me battre, etc. On a du mal à faire cette frontière, parce qu'une partie de l'institution est en nous, mais heureusement, on n'est pas que des individus socialisés, une partie échappe, on résiste, on se rebelle, on s'organise, etc., etc. Donc, ce fait que l'institution du capitalisme n'est pas totalement localisable rend effectivement la question de la stratégie plus ardue, hein, pour savoir finalement est-ce qu'il suffirait de prendre l'État pour changer de direction. Eh bien en fait non, parce que si on prend simplement l'État, mais qu'une partie de l'institution est en chacun de nous, en tant que consommateur par exemple, ou en tant que cherchant du sens dans la consommation, ou l'élévation, comme on appelle, des niveaux de vie, ben, on se rend compte que ça ne va pas marcher complètement. Hein. Donc, dans ce sens-là, je voulais mettre ça au débat, en tout cas, parmi les choses qui, moi, me posent question et me tiennent dans la façon dont je peux réfléchir à la question de la stratégie. Parce que je pense qu'on sera assez vite d'accord sur le problème, mais par contre, ce qu'on fait ensemble, et ça c'est déjà plus compliqué. Alors, j'en viens donc à la question de l'industrie et du capitalisme. Pour moi, tout simplement, industrie et capitalisme, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Je vais même plus loin que toi, c'est-à-dire, j'appelle industrie la manière dont le capitalisme organise sa production. Et pas simplement dans le secteur dit industriel, qu'on entend dans le sens commun, c'est-à-dire le secteur qui produit des biens matériels, les voitures, les avions, les smartphones, etc. Pour moi, l'industrie, c'est le mode de production de toutes les marchandises, et même du non-marchand, c'est-à-dire on industrialise l'éducation. Hein, voilà. C'est la manière, comme tu l'as dit, d'organiser la production en vue de l'augmentation de sa puissance productive, en organisant donc fondamentalement la production par la division du travail et la hiérarchie, et surtout la coordination de plein de travailleurs de manière le plus élargie possible, ce qui donne effectivement une dimension de l'industrie, et donc de l'industrialisation des modes de production modernes, qui donne une dimension d'interdépendance très grande et de synchronisation très grande d'un ensemble de travailleurs partout sur la planète, qui rend d'ailleurs la bifurcation encore plus difficile, hein, puisque effectivement ça s'accompagne d'une perte d'autonomie importante et qui est constitutive du début du capitalisme, hein, la lutte du capitalisme contre les formes d'autonomie. Alors, du coup, capitalisme, industrie, dans le sens d'industrialisation, hein, de mode de production industrialisé, pour moi c'est un peu la même chose. Et du coup, j'ai l'habitude de dire que pour cette même chose, cette institution centrale qui nous gouverne et qui nous fait aller dans le mur, elle est organisée, enfin, elle se donne à voir, pour moi, en deux pôles, et qui ne sont pas simplement... qui sont importants à tenir. En tout cas, c'est souvent ce qui me distingue. C'est pas simplement un ordre productif, donc des entreprises, le salariat, le droit du travail, les lois travail, etc. C'est pas simplement un ordre productif explicite qu'on voit et que tu dénonces, etc. La logistique, les entrepôts d'Amazon qui existent vraiment. C'est aussi une signification et un sens dans lequel
se donne à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, je ne crois pas, en tout cas, que l'histoire humaine, c'est simplement une simple lutte entre des intérêts antagonistes. Bien sûr que l'histoire, c'est une lutte entre des intérêts antagonistes, mais ils se font au nom de quelque chose. Et si on ne dit pas en quoi on lutte, contre quoi on lutte, au nom de quoi on lutte, eh bien, il me semble qu'on rate une partie de la question politique. Du coup, le capitalisme, c'est aussi une signification. Quelle est la signification du capitalisme? Vers quoi tend le capitalisme? Quel est son discours, en fait? Dans quelle direction, en termes de sens, il veut aller? Il me semble que cette direction, c'est la direction, effectivement, de l'accroissement de la puissance et de la maîtrise. Et cet accroissement de la puissance et de la maîtrise, elle connote quand même beaucoup les discours. Et c'est aussi pour ça qu'une partie, effectivement, de la population et des classes populaires, etc., peuvent être pris dans ce sens. C'est pas simplement, les classes populaires ne sont pas simplement prises dans la coercition, dans l'obligation, c'est évident, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une signification qui est à prendre en compte. Et donc, pour moi, le capitalisme, c'est donc l'articulation entre un ordre concret, coercitif, etc., et une signification, un sens. Et donc, comme je le disais, ce n'est pas une citadelle à prendre, ça serait insuffisant, mais ce n'est pas non plus un principe unique. Par exemple, j'aurais une petite distance par rapport à ce que tu viens de dire, dans le sens que le capitalisme pourrait se résumer à la volonté d'accumuler le profit. Je pense que si c'était simplement la volonté d'accumuler le profit, ça n'aurait pas eu cette expansion, et même dans les classes populaires. Je pense que derrière, il y a l'imaginaire de l'abondance, du confort, du recul, de la pénurie, toutes ces significations qui sont liées à la puissance productive, en fait, qui sont des manières de dire on va augmenter la puissance productive, et c'est pour ça qu'il faut quand même accepter un certain nombre de divisions du travail, il faut accepter une quantité de productivisme et d'extractivisme. Donc, par exemple, il y a certains critiques du capitalisme qui disent en fait le capitalisme c'est la marchandisation du monde. Moi je pense que la marchandisation du monde c'est juste une petite dimension de l'organisation de l'institution capitaliste. En fait, mon idée c'est plutôt de tenir ensemble un certain nombre de choses pour comprendre sur quoi on a à lutter, plutôt que d'essayer de trouver un principe unique. Et de se dire, bah tiens, ça c'est le principe et on va mettre toutes les forces sur ce principe. Je pense que ça c'est une manière de faire qui est un peu trop idéaliste. Je ne dis pas que c'est la tienne, hein, mais je pense que ça, il y a une façon de faire qui serait, essayons d'analyser l'institution capitaliste, le capitalisme, l'industrie, trouvons son principe premier et luttons contre ce principe premier. Je pense que cette façon de faire, c'est ne pas comprendre à quel point l'institution n'est pas localisable, a un imaginaire, tient par des dispositifs matériels, et que nous devons nous proposer quelque chose qui tient aussi ensemble un imaginaire, des expérimentations concrètes, des luttes. Hein, donc, voilà, alors je vais terminer puisque la première présentation c'était contre quoi, enfin d'où on part et vers quoi on va sortir. Par le fait qu'effectivement du coup le capitalisme pour moi a deux piliers, un ordre productif et un ordre administratif. Alors j'ai fait cette présentation pour cette catégorisation pour cette présentation-là. Pour ce séminaire-là, parce qu'il me semble que dans les questions de la stratégie, il y a la question de l'État, qu'on ne peut pas complètement éviter. Donc, d'un côté, l'ordre administratif, c'est-à-dire plutôt ce qui est de l'ordre de l'État, qui organise par la police, la justice, qui organise et administre le capitalisme industriel. L'administrer, c'est aussi l'État-providence. Hein, c'est-à-dire que l'État-providence, qui a été obtenu par des luttes, aussi administre la possibilité du renouvellement du capitalisme industriel. Donc ça pose un paradoxe ici, là, qu'il faut quand même poser. On ne peut pas dire ah ben c'est bien l'État-providence, l'augmentation des niveaux de vie, quelles que soient effectivement les conditions des niveaux de vie du centre dans lequel nous habitons, c'est-à-dire des pays occidentaux. Il y a effectivement dans l'administration du capitalisme l'idée que l'État-providence peut participer à cette administration du capitalisme industriel. Donc, de l'autre côté, il y a un ordre productif, c'est les entreprises, le salariat, la division du travail, les technologies, la recherche du profit. Et ces deux pôles-là, ils sont ni fusionnés, c'est-à-dire je pense que l'État n'est pas simplement l'instrument des grandes entreprises,
ni non plus séparés. C'est-à-dire que l'État n'est pas juste, s'oppose pas aux entreprises et serait à la recherche de l'intérêt général. Hein, je pense qu'on a affaire à un État qui est, entre guillemets, lié par une rationalité commune, la volonté de puissance, la volonté de maîtrise, effectivement, mais n'est pas complètement fusionné à l'intérêt des entreprises. Et donc, ça pose la question de la stratégie, est-ce qu'elle passe avec ou sans État? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je mets en débat les différentes choses. Et donc, il me semble en tout cas que la direction que nous devons attraper, elle est donc nécessairement, l'ordre administratif et l'ordre productif sont marqués par, fondamentalement, la hiérarchie, donc évidemment l'exploitation concrète du travail, la hiérarchie et les limitations. En tout cas, il me semble que c'est ce qui traverse les deux ordres administratifs et l'ordre productif. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vais te laisser répondre, mais du coup, je vais enchaîner aussi sur le deuxième axe comme le temps passe. Mais effectivement, là, il y a un point de débat important sur le rapport de classe. Bon, je vais pas, enfin, je peux redétailler peut-être pour peut-être clarifier. Mais donc toi, Paul Guilibert, tu penses que le rapport de classe est central, en tout cas qu'il a une importance dans l'enjeu climatique et par l'organisation industrielle. Et toi, Mireille, tu le nies pas, mais tu le relativises dans son importance sur le volet stratégique. Donc je te laisserai répondre, Paul, mais on va aussi enchaîner sur la suite. Donc on peut catégoriser, donc ça va être en lien. Mais peut-être que ce qu'on peut faire, c'est déjà poser un débat là entre nous et puis aussi avec la salle, ouais. Plutôt que je fais une proposition d'avoir le débat complètement à la fin. Allez, on commence. Bah alors peut-être réponds, Paul, non? Et ensuite, on fait les questions. Ouais, moi, c'est super. Bah ouais, merci pour ta présentation. Moi, j'ai juste peut-être un scepticisme sur l'identification du capitalisme à une institution et à l'industrie. Pourquoi? Parce que en fait, en donnant une sorte de conception un peu inflationniste comme ça du concept d'industrie, j'ai l'impression que ça minore d'autres dimensions hyper essentielles de l'orientation du capitalisme contemporain, notamment par exemple le fait que c'est plus uniquement les capitalistes industriels qui dirigent, qui orientent l'économie productive, mais quand même beaucoup le capitalisme financier, le capitalisme fictif, quoi, comme on dit parfois, et que cette centralité de la finance, hyper délocalisée, mondialisée, qui est beaucoup moins ancrée sur la question de l'industrie en tant que telle, mais qui en fait peut chercher à faire du profit de plein de manières différentes, elle implique peut-être que voilà, il faut être. Elle implique peut-être une attention à qui oriente l'appareil productif, et c'est peut-être pas en tout cas pas les industriels, même si ça peut-être que c'est l'industrie en général, mais en tout cas pas les industriels. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ça implique aussi que, à mon sens, on ne peut pas parler du capitalisme comme d'une institution, de l'institution du capitalisme, parce que le capitalisme, il a besoin de plein d'institutions différentes, qui fonctionnent avec plein d'institutions. Et que aussi un des avantages de ça, bon, la difficulté, comme tu l'as dit, c'est que c'est très difficile à localiser, très difficile à combattre, il est très pluriel, etc. Mais un des avantages de ça, c'est qu'il est aussi peut-être plus fragmenté qu'on le pense, peut-être plus conflictuel en son sein qu'on ne le pense, que par exemple, il y a, si on prend ça en termes d'énergie, il va sans doute y avoir des conflits entre capitalistes pour les capitalismes qui viennent du secteur fossile et des capitalistes d'industriels d'autres secteurs qui sont prêts à faire la transition énergétique parce que ça leur pose pas de problème, là où Total sera globalement totalement contre. Et que du coup, voilà, en essayant de pluraliser, donc pas dire l'institution du capitalisme, mais les institutions dont le capitalisme dépend, peut-être que ça ouvre aussi des pistes pour savoir comment lutter contre quoi et quel conflit on peut essayer d'instrumentaliser au sein du capitalisme lui-même, quoi. Voilà, c'était juste là. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Et moi, c'est surtout concernant l'idée de bifurcation que je trouve très intéressante. Mais avant même de se poser la question de bifurcation, parce que finalement, c'est où on veut aller et comment, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus important avant ça à soulever, c'est l'idée d'imaginaire. Parce que, comme vous l'avez bien évoqué, le capitalisme est rempli d'imaginaire. C'est un mieux-être. Et pour beaucoup de gens, ça reste ça, malgré la crise climatique, malgré ce qu'on est en train de vivre.
Et je pense qu'il y a aussi dans les pensées une idée qui n'est pas assez prégnante, c'est que décroissance, bah, c'est pas l'écologie punitive. Voilà, il y a des débats qui rendent la chose floue pour beaucoup de personnes. Et en fait, on manque pas d'utopie, mais de direction vers lesquelles aller pour ensuite savoir quoi mettre en place et s'en donner les moyens. Et là, on parle de qu'est-ce qu'on veut faire, comment, c'est des choses assez concrètes. Mais finalement, ça manque de rêve. Enfin, les gens, ils n'ont pas envie de se projeter, ils ne se posent même pas la question, je pense. C'est beaucoup qui vivent au jour le jour et qui ne voient pas quel serait le mieux-être à adopter un mode de vie plus responsable, quoi. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est des allées-venues. Alors, je vais répondre un peu à Paul, mais d'abord, je voulais discuter avec vous. Je ne sais pas si on peut partir de l'imaginaire en premier, et l'inverse non plus. Je ne pense pas qu'on peut d'abord commencer à faire sans imaginaire, en fait. Je crois plutôt que la question de l'imaginaire, créer de nouveaux imaginaires, se fait dans la pratique, en fait. Se fait dans l'expérimentation collective, que ce soit sur une lutte concrète contre quelque chose ou dans une expérimentation d'une alternative d'un lieu de vie, etc. Par contre, je suis tout à fait sensible à, j'espère que je l'ai dit, quand je parle de signification imaginaire en vrai, je suis tout à fait sensible au fait qu'on ne peut pas poser la question politique de bifurcation sans imaginer quelque chose. Et imaginer quelque chose, c'est donc avoir effectivement une visée politique qui se donne à voir sous forme de l'utopie. L'utopie non pas comme quelque chose d'irréaliste, mais quelque part on a un imaginaire tous quand on agit et on se dit on aimerait bien aller dans ce sens ou dans ce sens. Et un des questions centrales à mon avis de l'expérimentation et même des luttes, c'est d'expliciter les imaginaires d'ailleurs. Souvent c'est de dire mais à quoi tu penses quand tu dis ça? Pourquoi tu veux absolument prendre telle chose ou tel chemin, la grève plutôt que ça ou... Parce que, justement, inconsciemment, il y a quelque chose, une utopie là, qui est présente en chacun de nous. Et donc, je pense que ça fait partie tout de suite de la question politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on y viendra peut-être dans la deuxième partie sur la question. Mais moi, je voulais présenter, d'ailleurs, les différentes propositions stratégiques. Elles sont aussi divisées parce qu'elles n'ont pas les mêmes utopies. Alors, je suis complètement raccord avec ce que tu dis sur le fait que peut-être un effet de la présentation orale, il n'y a pas une institution, il y a, c'est pour ça que je ne fais pas de périmètre, il y a le capitalisme qui est quelque chose d'un peu central et qui organise beaucoup de choses, mais bien sûr, il y a plein d'autres institutions, première, seconde, on peut discuter théoriquement, qui viennent donner les conditions de ce capitalisme. Et donc, il n'y en a pas qu'une, bien sûr, ça c'est évident. Par contre, je ne fais pas de... pour moi, la transformation du capitalisme dit industriel en capitalisme financier, c'est pour moi l'industrialisation toujours plus poussée des modes de production. C'est-à-dire que pour pousser plus loin les modes de production, les globaliser, il y a besoin de capitalisme financier, de déplacer des richesses de plus en plus vite, des richesses économiques de plus en plus vite. La monnaie fictive sert à ça. Et donc, c'est la même chose. C'est les différentes strates qui s'empilent les unes des autres dans une même logique industrielle. Mais c'est pour ça que j'insiste pour dire que je pense pas, je vois pas l'industrie classique, automobile, avion, et puis le capitalisme financier. Par contre, moi je pense que c'est une logique profonde qui continue de se développer. Après, il n'empêche pas qu'à l'intérieur du rapport capitaliste, hein, comme disait Marx, c'est-à-dire quand il parlait de sa baisse tendancielle du taux de profit, bien sûr, il y a un rapport social conflictuel à l'intérieur des capitalistes. Et donc, les capitalistes se battent entre eux hein, pour prendre la puissance. Ça n'empêche pas. Mais je pense que cette lutte va dans la même direction, si tu veux. Il y a des luttes, et donc Elon Musk contre voilà, les capitalismes du numérique, contre un ancien capitalisme. Et dans les élections, d'ailleurs, en Angleterre ou aux États-Unis, on voit bien ces différents capitalismes. Dans le Brexit, par exemple, c'est très évident. Le financement du Brexit, de la campagne du Brexit, a été financé par des capitalismes récents contre les anciens capitalistes. Donc on voit bien ces luttes-là entre capitalistes, mais pour nous,
qui luttons contre le capitalisme, ça va quand même dans la même direction, j'ai envie de dire. Ça va vers la destruction, l'exploitation, la domination, etc. Donc, voilà, ça me... Bonsoir, tu as peut-être à moitié répondu à ce que je voulais confirmer, c'est quand tu parlais des différents industrialismes à rassembler sous la bannière capitaliste, je voyais aussi enfin, tout ce qui contenait l'aliénation du travail, la segmentation, tout ce que tu as introduit au début, et donc je voyais là-dedans là aussi l'industrialisation de l'agriculture, des services, de la santé, de l'école, et maintenant des médias, avec voilà, tout ce qui concerne l'automatisation. Donc on est bien d'accord que c'est tout ça que tu as mis sous la bannière industrialisme aussi, industrialisation des modes de production, quel qu'il soit. Okay. Alors on va passer au second point. Je vais mutualiser les deux. Donc de toute façon, ça va avoir un lien avec la discussion précédente, mais on peut caractériser les grandes orientations stratégiques en deux. Donc les orientations stratégiques plus locales et immédiates, qui sont les alternatives comme les zones à défendre, les ZAD ou les coopératives, et ensuite les dimensions stratégiques plus globales et politiques. Tu t'en as un peu parlé, Mireille, mais de reprise du pouvoir dans l'entreprise et dans l'État. Et tous les deux, vous êtes plutôt sur des approches qui proposent une coopération entre ces deux approches, qu'on peut dire macro, micro, enfin voilà. Mais ça peut soulever des contradictions, puisque c'est un peu le débat entre réformisme et révolution, lequel... bon, après, il y a des débats, est-ce que lequel est l'un et lequel est l'autre. Et ensuite, voilà, la deuxième chose, c'est quels sont du coup les moyens concrets dans ces choix d'orientation stratégique, où il faut lutter, comment, avec quels moyens, et plus largement, quelle place pour les organisations traditionnelles, on peut dire les syndicats, les partis politiques, mais aussi quelle place pour le mouvement écologique. Voilà, si vous voulez... Oui, donc bon, on en arrive à la question la plus difficile, mais à laquelle on voudrait toutes et tous une réponse, à savoir qu'est-ce qu'on fait et comment. Moi, je dirais juste quand même que je pense pas que l'alternative qu'on formule souvent entre expérimentation locale et disons prise de pouvoir ou politique générale, ce soit une alternative entre réformisme et révolution. Je pense qu'il y a des expérimentations très locales, très réformistes, et d'autres très révolutionnaires, de même que des tentatives de prise de pouvoir ou de politique générale. Donc je pense que c'est pas exactement le même débat. Mais en revanche, effectivement, cette question de l'articulation entre qu'est-ce qu'on fait en termes d'expérimentation qui nous permettent d'envisager justement de nouveaux imaginaires, de nouveaux modes de vie véritablement au quotidien. C'est-à-dire de mettre en place d'emblée dans le monde qui existe ce qu'on voudrait voir advenir. Voilà, on pourrait dire que ça c'est une des modalités essentielles de l'expérimentation d'un côté, et d'un autre côté la question de la prise du pouvoir, ou disons de politique plus générale. Je pense en fait il y a trois manières de penser ce rapport, en tout cas dans les débats contemporains. La première manière de penser ce rapport, c'est un rapport d'étrangeté ou d'exclusivité ou de relative extériorité. C'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté des expérimentations locales qui ne toucheraient pas à la question politique plus générale, et d'un autre côté des questions politiques plus générales qui voilà, pourraient faire des grandes politiques de planification industrielle, mais qui en fait changeraient rien à nos vies quotidiennes et seraient pas porteuses d'expérimentation. C'est un peu la manière dont tu as formulé la question. Moi, il me semble que, bon, évidemment, ça fonctionne pour un certain type de politique et d'expérimentation, mais en fait, c'est pas celle qui nous intéresse. Les gens qui font des expérimentations hyper localisées et qui pensent que ça n'a rien à voir avec les enjeux globaux révolutionnaires de bifurcation écologique, c'est pas des gens qui nous intéressent vraiment. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on pense d'autres formes d'articulation entre quelles sont les autres manières de penser l'articulation entre expérimentation locale et politique plus générale. Alors la première, qui me paraît plus intéressante, c'est le rapport antagonique. C'est-à-dire dire que les expérimentations locales, elles ne sont pas simplement hors de l'État ou hors des politiques générales, mais elles sont contre l'État, qu'elle se positionne dans une extériorité qui a pour but de refuser des politiques hiérarchiques, centralisées et avec des formes voilà, qui peuvent être autoritaires, qui viennent d'en haut.
Par exemple, il me semble que dans certains, mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent ça ici beaucoup mieux que moi, donc je m'engage sur un terrain, sur un terrain dangereux. Mais je pourrais dire que par exemple, l'expérience de Longomai d'un certain côté, ensemble de coopératives agricoles vers Montpellier créées dans les années 70, c'est pas simplement une position de retrait hors de l'État, comme si ça ne concernait pas, mais c'est une position qui est influencée par une pensée libertaire et qui donc se définit comme étant aussi contre l'État et tout un ensemble de politiques hiérarchiques. Alors après, ça c'était la première, disons, c'est la question de l'antagonisme. Voilà, des formes d'expérimentation locale qui seraient des formes d'invention, d'imaginaire et de bifurcation, non pas dans l'État, mais contre l'État. C'est une possibilité. Il me semble que si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, maintenant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et du passage et de la fructification que ça a donné avec l'émergence des soulèvements de la terre, on a un modèle assez différent. On a un modèle qui est d'abord un modèle qui se situe dans et contre des politiques publiques, d'urbanisation, d'industrialisation de la campagne, etc. Et qui donc est en opposition avec des modèles autoritaires, mais qui en fait, petit à petit, avec l'émergence des soulèvements de la terre qui s'enracinent en partie sur cette expérience-là, une transformation de l'idée du rapport entre conflictualité, expérimentation locale et politique nationale ou politique globale. Ce qui est impliqué, il me semble, avec l'émergence des soulèvements de la terre, notamment leur dissémination à l'échelle nationale, c'est l'idée qu'une radicalité forte, elle doit certes être localisée, proposer des formes de vie différentes à celles qui nous sont imposées, mais qu'elle doit en même temps pouvoir se coordonner à des échelles qui ne sont pas simplement des échelles localisées, les échelles localisées, territorialisées, étant comme des bases arrières d'une politisation nationale plus globale, plus fluide. Voilà. Si on prend l'exemple des bassines, par exemple, de Sainte-Soline et des bassines, on voit bien que la question, c'est plus simplement la question d'une expérimentation locale qui inventerait localement d'autres formes de vie, mais c'est faire pression sur l'État pour non seulement qu'il abandonne certains projets, mais qu'en fait, il abandonne tout un ensemble de projets. Donc en fait, on voit là qu'il y a déjà l'émergence d'une certaine forme d'articulation entre lutte locale et politique plus globale. On attend même qu'il y ait des décisions de justice, que l'institution judiciaire qui participe à la reproduction du capital dans la majeure partie du temps fasse des interdictions administratives sur un certain nombre de bassines dont on peut se féliciter. Mais on voit bien là que l'articulation, c'est plus exactement la même qu'une articulation simplement d'extériorité, qu'une articulation simplement d'antagonisme, mais c'est une articulation qui vise à transformer, disons, les institutions de l'État en leur cœur. Alors, voilà, bon, il me semble que la difficulté qu'il y a encore avec ces stratégies, c'est que pour l'instant, si je prends l'exemple des soulèvements, qui est un mouvement sans doute le plus radical et un des plus importants en Europe sur les questions de bifurcation écologiste, néanmoins c'est un mouvement, je vais revenir sur mes marottes, qui laisse complètement de côté, ou en tout cas qui laisse largement de côté la question des travailleurs dans la bifurcation écologiste, de la place qu'on leur donne, non pas simplement comme accompagnant d'une transition, comme victime d'un certain type de dispositif, d'institution, de forme capitaliste, mais véritablement comme des subjectivités qui peuvent avoir une place essentielle dans la bifurcation. Alors, juste pour donner un exemple, je ne suis pas trop long, juste pour d'abord faire des sortes de propositions, mais qui sont vraiment des propositions faites pour la discussion, le commentaire et la critique. J'ai envie de faire 3 propositions politiques et stratégiques. La première, bon, parce que je viens du marxisme, et voilà, c'est que je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bifurcation de l'appareil productif pour sortir du capitalisme sans un moment de planification
coordonnée de cet appareil productif, sans le fait qu'il y ait de la coercition vis-à-vis des entreprises capitalistes et des formes de contraintes et des formes de réappropriation qui soient coordonnées. Donc une forme de planification, peut-être pas centralisée, mais en tout cas une planification de l'appareil productif qui suppose des formes de coordination extrêmement fortes. La deuxième proposition, c'est que je ne pense pas du tout qu'en tout cas à l'heure actuelle, la question de la prise du pouvoir d'État soit une perspective. Je ne sais pas si elle est légitime, mais en tout cas, je pense que c'est absolument pas une perspective dans les années à venir. Je ne crois pas que des formes d'auto-organisation et d'institutionnalisation qui viseraient une bifurcation écologique et sociale puissent mettre en défaite l'État ou prendre l'État dans les années à venir dans les pays d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Ouest qui sont dans des situations de fascisation avancée. Alors la troisième proposition qui est la plus positive, c'est celle selon laquelle il faut réorganiser des contre-pouvoirs productifs, des contre-pouvoirs qui permettent de se réapproprier notamment l'appareil productif à des échelles territoriales ces contre-pouvoirs logistiques, productifs, de consommation, de vie et d'imaginaire aussi, devraient permettre de donner des forces dans les luttes contre l'État et le capital. Avant de faire une proposition, je voudrais juste donner un exemple qui me semble intéressant. C'est un exemple dont vous avez sans doute déjà entendu parler, ou peut-être, qui est l'exemple de l'usine GKN de Florence. C'est une usine industrielle qui produisait des composants automobiles pour les plus grandes marques de voitures européennes, de Fiat à Volkswagen, en passant par Lamborghini. En 2019, cette usine, elle a été rachetée par un fonds d'investissement américain et elle a ensuite été fermée par ce fonds d'investissement en 2021. Le lendemain du jour de la décision de la fermeture de cette usine, les ouvriers de l'usine de GKN ont décidé d'occuper leur usine et ils l'occupent maintenant depuis juillet 2021, donc depuis maintenant bientôt 3 ans. Au cours de ces 3 années, ils ont fait 3 choses différentes. La première, c'est qu'ils ont amorcé la bifurcation écologiste de l'appareil productif en abandonnant la production de composants automobiles pour produire des panneaux photovoltaïques et des vélos cargo. La deuxième, c'est qu'ils ont fait un plan de reconversion de cette usine, à la fois technique et politique, qui insiste sur la nécessité d'un contrôle ouvrier de l'appareil productif. Et la troisième chose qu'ils ont faite, qu'ils défendent dans ce plan qu'ils appellent un plan pour le futur, c'est l'idée ce qu'ils ont appelé un actionnariat populaire, c'est-à-dire le fait que n'importe qui en Europe et dans le monde peut acheter des actions pour des parts de cette entreprise pour favoriser la transformation de cette usine en coopérative ouvrière sous contrôle ouvrier. Alors évidemment, c'est une échelle extrêmement locale et les ouvriers de GKN s'attendent absolument pas à ce que ce modèle puisse s'étendre, devenir le modèle absolu à partir duquel on peut penser une bifurcation. Mais pourquoi il me semble qu'il est important, c'est d'abord à l'échelle italienne, parce qu'en fait il a amené une recomposition du mouvement écologiste italien en donnant une force d'organisation extrêmement importante et en recentrant le débat sur la transition, sur la bifurcation, sur la possibilité de se réapproprier véritablement cet appareil productif. La deuxième raison qui me semble intéressante, c'est qu'avec cette idée d'actionnariat populaire que je ne partage pas totalement, mais il me semble l'idée qu'on pourrait avoir que ce qui serait intéressant de faire à des échelles territorialisées, c'est renouer avec le mutualisme qui a été à l'origine du syndicalisme et une des composantes essentielles du mouvement ouvrier du 19e et du début du 20e siècle, mais faire des mutuelles de bifurcation écologique et sociale, territorialisées, dans lesquelles, en cotisant, par exemple par l'intermédiaire des syndicats, mais aussi par d'autres biais, d'autres institutions, des assemblées territoriales, tout ce qu'on veut, on pourrait se cotiser pour participer à la réappropriation de cet appareil productif.
Donc voilà, là encore, c'est pas une utopie abstraite, c'est des utopies très concrètes dans lesquelles même le sens de ce qu'on appelle bifurcation écologiste se réinvente. Oui, je pense qu'on va être assez d'accord sur ta conclusion. Même si les prémices au départ, on pourra discuter. Moi, j'avais prévu un petit peu de réfléchir effectivement d'abord à ce qu'il y avait dans les débats. La question de la stratégie, comme je le disais, à mon avis, il faut l'éclairer aussi par rapport à la question de l'utopie, en fait, de la visée des différentes stratégies qui se donnent à voir. Et ce qui me semble être des nœuds de discussion, en tout cas des nœuds de débat, c'est dans ces visées politiques, quelle est la place de l'État ? Est-ce que dans l'utopie, il y a un État où il n'y a pas du tout d'État, où il y a quelque chose qui serait transformé, etc. La question de l'État, à mon avis, est quand même difficilement contournable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec, hein? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le modifie? Est-ce qu'on lutte contre jusqu'à son extinction? Donc, ça partage, à mon avis, les différentes propositions stratégiques et politiques. Et la deuxième chose, c'est la question dans l'utopie, quelle est la place du niveau de vie, c'est-à-dire, pour le dire encore dans un vocable qui est plus courant, croissance, décroissance. Il me semble que ça aussi, ça fait vraiment un nœud de débat important. Et je vais essayer un petit peu de présenter un petit peu comment je vois les différentes choses. Il y a effectivement dans la question de la bifurcation écologique et sociale des propositions qui pourraient être un peu social-démocrates ou écomodernistes, je ne sais pas comment trop les appeler, dans lequel la question politique se donne à voir comme le problème du capitalisme et de l'industrie, c'est qu'il y a une propriété privée des moyens de production. Et donc, le problème, pour en sortir, il faut donc que cette propriété privée ne soit plus le cas, et donc on soit une nationalisation, pourquoi pas même une propriété collective, mais on a une réduction du capitalisme à cet aspect-là, plutôt en termes de propriété, qui ne pose pas du tout la question des niveaux de vie matériels. C'est-à-dire, mais complètement de côté, mais en fait, quels seront nos besoins, comment on va produire et qu'est-ce qu'on va produire. Et donc, font un peu en tout cas, c'est quand même une grande partie de la gauche, font un peu le pari que, à partir du moment où on aura nationalisé les grandes entreprises, qu'on aura une propriété collective ou nationale, bon, ça peut être la discussion, eh bien, on aura une répartition équitable, on sera sorti des inégalités, on sera sorti de la domination de l'exploitation, mais on ne pose pas du tout la question des décroissances des niveaux de vie. Et donc c'est pour ça que ces propositions sont souvent attachées à l'électrification, au nucléaire, au développement tous azimuts des énergies renouvelables, sans poser les conditions coloniale de ces niveaux de vie. C'est comme si on pouvait généraliser le niveau de vie occidental. Bon, évidemment, on comprend bien que c'est pas soutenable, mais néanmoins, ça fait partie quand même du débat, et il me semble que ce débat tient au fait qu'on imagine que le problème central que nous avons en termes écologiques est un problème qui se résume au fait que c'est les capitalismes qui entravent la possibilité de partager l'abondance. C'est parce que les capitalistes privatisent et donc on ne peut pas partager l'abondance, mais sinon tout le monde pourrait se développer comme nous sommes actuellement. On pourrait distribuer effectivement les mêmes niveaux de vie partout. Donc ça c'est quelque chose qui est dans le débat. Et puis il y a effectivement la question de la décroissance, c'est-à-dire est-ce que dans l'utopie il y a une imagination sur quel serait le quotidien, les niveaux de vie ou les modes de vie matériels qui pourraient donner envie, hein, donc comme disait quelqu'un dans la salle. Après, il y a une deuxième chose qui me paraît importante, et là peut-être il y a un débat, je ne sais pas trop entre nous, c'est quelle est la place de l'État dans notre utopie? Est-ce qu'on a besoin de l'État pour transformer, pour bifurquer, donc il faudrait prendre l'État à un moment donné, donc il faut une planification, donc il faut quand même une puissance administrative assez puissante pour bifurquer. Donc là, il y a un État qu'il faut prendre et transformer. Ou est-ce qu'il faudrait absolument l'extinction de l'État? Et je pense que ça aussi, ce sont des éléments de débat qui sont souvent à l'intérieur des luttes écologiques. Donc du côté, par exemple là aussi, de la social-démocratie ou même d'une forme de léninisme vert. Hein. Donc on prend l'État, il y aurait un État donc, qui va faire bifurquer tout le monde avec une forme de contrainte. Tu avais l'air de dire plutôt ça. Moi j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que je me dis que dans la façon dont j'ai présenté l'État comme quand même une puissance administrative hiérarchique, je me demande comment
cette entité peut être neutre à ce point, peut être transformée comme ça, et donc faire bifurquer vers du côté de l'égalité. Parce que je pense que constitutivement, dans le fonctionnement de l'État administratif, il y a l'idée quand même de hiérarchie qui me paraît difficilement neutre ou neutralisable. Alors, du coup, moi, les propositions, peut-être comme ça, jetées dans le débat, c'était, et là je te rejoins un peu, c'est-à-dire qu'il me semble que ce que nous avons à gagner, c'est effectivement d'articuler les luttes et les expérimentations. Ça, je pense que c'est pas d'un côté, les expérimentations d'un côté ou les alternatives dans leur coin qui vont petit à petit convaincre, polliniser ou s'étendre par la magie. Non, il y a des luttes et des confrontations directes avec l'État, et même d'ailleurs, la coopérative la plus inoffensive se trouve tout de suite dans l'adversité. Même le collectif de travailleurs qui veulent partir en coopérative sans avoir une idée de lutte contre l'État, le capitalisme, dès qu'ils commencent à faire 3 petits pas, ils se trouvent déjà dans la confrontation, dans la difficulté, que ce soit par le marché, par les politiques publiques, par les normes, etc. Donc, il y a bien sûr une articulation. Moi, je voyais et je pense que cette articulation, elle se pense avec le concept d'autonomie. C'est-à-dire que l'articulation, elle doit chercher à retrouver l'autonomie des luttes et l'autonomie des coopératives. Pour moi, l'autonomie, ça passe évidemment par la subsistance. C'est pour ça que la question agricole, elle est quand même centrale dans la bifurcation. Et je te rejoins. Je pense que d'un côté, il y a les alternatives, les coopératives, le coopérativisme, etc. Les luttes territorialisées, qui sont des luttes politiques, de confrontation. On propose et on lutte pour autre chose. Et qu'entre les deux, il y a les caisses mutuelles. Et je pense que ce qui fait l'autonomie, ce qui peut les caisses mutuelles, les réseaux de subsistance, ce n'est pas obligatoirement des caisses mutuelles monétaires, il peut y avoir des réseaux de subsistance, la sécurité sociale de l'alimentation, ça peut être un élément qui vient articuler ça, mais il me semble que l'autonomie, la durabilité, c'est ce qui permet de faire le lien entre des formes d'alternatives coopérativistes et des luttes territorialisées qui affrontent effectivement le capital et l'État. Voilà, en gros, un petit peu les questions, comment je me les pose moi, mais qui ne sont pas évidemment des propositions concrètes. Je voudrais m'adresser en particulier à monsieur qui évoquait tout à l'heure le grand écart auquel on est confronté quelquesfois, les militants de l'environnement, de la lutte pour l'environnement et les travailleurs. Et je trouve que ce grand écart, il s'illustre particulièrement à Toulouse, à Airbus City, dans la difficulté qu'on a pour mobiliser, par exemple, les travailleurs de l'aéronautique. On a un syndicat qui est la CGT, Airbus, qui est évidemment largement minoritaire, qui a fait tout un travail déjà chez Airbus de réflexion sur ce qui se passe. Ils se disent tout à fait prêts, eux, à fabriquer autre chose que des avions tels qu'ils sont aujourd'hui. N'en reste pas moins que quand on commence à critiquer l'industrie aéronautique, et surtout en tant que Toulousain, on passe pour vraiment des espèces de monstres et on est vraiment dans la caricature, fin de mois, fin du monde. Qu'est-ce que je dis, moi, militant de l'environnement, quand je leur dis les avions que vous fabriquez, ils sont en train d'aggraver le dérèglement climatique, d'une part. D'autre part, ils font beaucoup de bruit. Donc, ils ont un impact dramatique en santé publique. Ce que je leur raconte de leur métier, je leur raconte quelque chose qui est absolument terrifiant, alors que leur employeur, lui, il leur vend, vous fabriquez des trucs qui vont dans le bleu, du voyage, on rapproche les peuples, etc. Comment moi je parle à ces ouvriers alors que je tiens un discours qui est très noir sur leur activité? Bonjour. Je me disais tout à l'heure quand vous parliez quand vous avez introduit, après quand a été évoqué le rôle de l'État, que en fait ça me semble pas vraiment être un clivage entre la social-démocratie et les révolutionnaires. En fait, c'est plutôt la question anarchiste versus et en fait, moi, je me la pose parce que je viens plutôt du marxisme et que depuis que, au fil des décennies, j'évolue parce que j'apprends des expérimentations qui ont lieu, etc. Et par rapport à ce qui était dit sur l'État, est-il
une organisation qui pourrait être utilisée pour le bien, donc qui est neutre. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire l'économie de s'en débarrasser, vu le pouvoir de répression, la puissance répressive qu'il construit en plus, vraiment de plus en plus? Je ne suis pas sûre qu'on peut faire notre expérimentation locale si puissante, et même si elle impliquait des tas de gens, à un moment, la question de l'État, elle se pose de manière extrêmement brutale et même vitale. Et je pense, moi, dans les questions que je me pose, il y a celle du lien entre l'État et le local, en fait. Plutôt comment se font les va-et-vient et comment se fait la démocratie. À la fois parce qu'il y a cette idée que vu l'urgence, il faut qu'on soit efficace. En fait, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, presque qui est opposé à l'idée de travail local. Le truc, c'est que je pense que la vision de l'État n'a pas encore, d'ailleurs que ce soit chez les capitalistes ou les marxistes, ou peu importe, chez ceux qui ne se voient pas faire sans l'État, il y a cette idée que on peut appliquer un plan, en fait, et qu'il y aura peut-être des nuances locales, mais avec la crise écologique, en fait, les nuances locales, elles sont énormes, parce qu'elles sont climatiques, parce qu'elles sont hydrographiques, et du coup, ça veut dire qu'on compte sur des experts, dans ce cas-là, pour aller s'occuper dans les... Enfin, moi, il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait du local dans la prise de décision, dans les connaissances locales, et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas leur laisser un peu la bride sur le cou, quoi, aussi, aux gens qui habitent dans des écosystèmes, dans des écorégions. Donc voilà, c'est un peu tout fouillis, mais voilà les questions que je me pose. Merci. Dernière question. Merci. Oui, c'est une question un peu dans la même ligne, effectivement, pour ce qui est de la stratégie de faire contre ou sans l'État. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait des infrastructures dont on veut se débarrasser? Bon, si on prend l'exemple extrême d'un réacteur nucléaire qu'on ne peut pas opérer sans un État autoritaire, on ne peut pas imaginer non plus le démanteler sans une division du travail assez poussée avec des spécialistes et donc sans une certaine forme d'État. Donc comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces artefacts en fait, toxiques qu'on pourrait avoir pendant des milliers d'années sans passer par la prise de l'État, d'une certaine façon? Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là? Merci, on reprendra les questions ensuite. Bon, enfin, moi, je ne sais pas répondre à toutes les questions que vous avez posées, en vrai. Je suis sceptique sur l'idée que la première étape, ce serait la prise de l'État. C'est ça, dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure, du coup, toute stratégie qui viserait à monter une confrontation vers les centres de pouvoir étatiques. Non, bien sûr que non, il faut le faire. Mais là, je suis un peu d'accord avec ce que disait Paul. On est dans une situation où l'État est surarmé, et dans tous les pays, il y a quand même ce qui, en mon avis, qui marque l'époque moderne, actuelle, contemporaine, c'est quand même la concentration du pouvoir dans les États. C'était beaucoup moins le cas il y a 50 ans. Je pense quand même l'État a un pouvoir de contrôle très précis, surarmé, que ce serait-ce que regarder la façon dont les polices sont équipées, sont suréquipées, pour comprendre qu'effectivement, il y a un rapport de force qui va pas dans le bon sens. Donc, je me dis que la stratégie la plus facile, c'est pas celle-là. Ça ne veut pas dire que j'exclus toute possibilité en tout cas moi, je mets dans mes stratégies la question de la prise du pouvoir de l'État. Voilà, je pense qu'on fait avec ça. Dans une utopie très lointaine, je préférerais qu'il n'y ait pas d'État. Ça, c'est effectivement ma tradition, peut-être plus libertaire certainement, mais dans une stratégie plus moyen terme, j'ai envie de dire, évidemment. Et j'estime que la question des élections est une question qui doit se poser, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait toujours le cas dans les discussions ou dans les milieux libertaires, par exemple. Alors, il y avait plusieurs questions, en tout cas, qui sont dans le débat. La question de l'aéronautique et des salariés de l'aéronautique, je pense que, à mon avis,
l'aéronautique doit être démantelée dans une grande partie. C'est-à-dire que si on veut vraiment poser la question de la bifurcation, l'aviation telle qu'elle se développe, en plus plutôt en croissance et même il y a encore plus de trajets, on ne peut pas faire... Airbus fait un plan, on en discutait avec Capucine, fait un plan pour continuer de produire toujours plus d'avions. Donc on n'est pas du tout dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas autant normalement, il ne devrait pas y avoir autant de salariés dans l'aéronautique. Donc il y a quelque chose là d'un démantèlement, d'une décroissance de la puissance productive de l'aviation civile qui doit être pensée du côté aussi d'accompagnement des salariés pour qu'ils sortent de ça, pour qu'ils aillent faire autre chose. D'où la question de l'autonomie. Mais ça, c'est pas par des politiques publiques. Moi, je vois beaucoup plus, j'aime bien l'exemple que tu prends, parce que l'exemple des salariés italiens qui se réapproprient, mais parce que c'est possible pour eux à cette échelle-là. Mais à une échelle d'Airbus, c'est que ça paraît très, très compliqué. Ça, parce qu'il y a vraiment une question d'échelle qui est importante, qui traverse toute la discussion depuis le début du débat. C'est-à-dire que, quelque part, la bifurcation, c'est aussi une réduction de l'échelle. Et donc, pour des objets comme ça, énormes, comme l'industrie aéronautique, à part commencer par réduire et dire certains salariés, ils auront des revenus de transition, de bifurcation, avec des caisses mutuelles qu'on organise, etc. Avec un collègue, on avait réfléchi à l'histoire des revenus de transition, mais qui seraient des caisses qui seraient régionales et qui seraient gouvernées par les travailleurs, par des usagers, etc. Je ne vois pas très bien comment on pourrait penser ça. C'est ça que je dirais, parce que à l'intérieur dit comment on peut rendre le travail plus vert, je ne crois pas. Voilà, quelques éléments de réponse. Ouais, je veux bien, merci. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je reviens juste sur la question des travailleurs et d'Airbus. Parce que j'entendais aussi la question tactique dans votre remarque. Comment on fait pour faire alliance, quoi. Quel type d'alliance on peut faire? Moi, il me semble que dans les exemples qui ont marché d'alliance entre travailleurs et lutte écologiste, il y a une précondition. C'est que les écologistes, ils se rallient à des revendications de travailleurs. Et c'est comme ça, en fait, quasiment toujours qu'on fait des alliances. Quand on fait des alliances, c'est qu'on va voir les autres en disant « c'est quoi tes revendications, je suis prêt à les soutenir ». Si on va voir quelqu'un en lui disant « j'ai ça comme revendication, soutiens-moi, ça va contre ton intérêt », il y a peu de gens qui soutiennent ça. Donc en fait, personne ne va jamais soutenir des revendications qui vont contre son intérêt. Or, je suis d'accord, pour le secteur aéronautique, ce qu'on voudrait, c'est son démantèlement. Donc ça va très clairement contre l'intérêt de travailleurs qui dépendent entièrement du salaire, parce qu'ils n'ont pas d'autonomie, qui dépendent entièrement du salaire pour subvenir à leurs besoins. Donc si vous allez voir des gens en disant « bon, en fait, moi, ma proposition, c'est que tu n'aies plus de travail et que tu sois au chômage », alors qu'en plus, il y a un certain nombre de réformes de l'allocation chômage qui font que, en fait, tu vas être dans la merde, personne va soutenir ça, personne ne peut soutenir ça. Donc pour moi, la seule question tactique qu'on peut se poser sur comment on fait des alliances, c'est quel mot d'ordre les écologistes sont prêts à soutenir dans les luttes de travailleurs, quand on parle du point de vue des écologistes. Et pour ça, il faut être clair sur le fait que les revendications des travailleurs, que ce soit de l'aéronautique ou ailleurs, c'est l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, l'amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de mutuelles qui permettent aux travailleurs des secteurs qui sont démantelés de continuer à percevoir les mêmes salaires que ceux qui percevaient auparavant, de suivre des formations. En fait, si en tant qu'écologiste, on n'arrive pas assez avec ces revendications-là, en fait, on demande à des gens de se tirer une balle dans le pied, donc c'est pas possible. En revanche, quand on va, en tant qu'écologiste, sur des lieux de travail, en étant attentif aux revendications des travailleurs, en fait, je pense qu'il y a tout à fait des alliances possibles. Après, je ne connais pas la composition politique des ouvriers de l'aéronautique. Mais juste pour donner un exemple, autre que celui de GKN, la raffinerie de Grand-Puy, dont on a beaucoup parlé, qui est une raffinerie en Seine-et-Marne, Total a prévu la fermeture de toutes ces raffineries en France sous prétexte de transition énergétique, alors qu'en réalité, c'est simplement pour les installer ailleurs, et elles coûtent trop cher, les raffineries françaises. Donc, ils ont commencé à fermer les raffineries les unes après les autres. Les ouvriers de la raffinerie de Grand-Puy se sont mis en grève en disant qu'ils ne voulaient pas que leur raffinerie ferme.
D'une part parce que c'est leur moyen de vivre en fait, leur travail, et qu'ils n'en ont pas d'autres, et d'autre part parce qu'ils sont aussi attachés à leur appareil productif. Que là il y a des questions d'imaginaire, on y tient parfois au travail qu'on fait et quand on le fait bien. Sauf qu'il y a eu des alliances extrêmement fortes qui ont été faites, même si voilà, elles ont abouti à des choses pas forcément toujours géniales, mais néanmoins il y a des alliances extrêmement fortes qui ont été faites entre les raffineurs. On parle quand même du secteur le plus polluant et responsable des émissions de CO2, et énormément de mouvements et de mobilisations écologistes. Pourquoi? Parce que les écologistes sont arrivés en disant ok, on est contre la fermeture de cette raffinerie. Ce qui peut paraître absurde, hein, c'est d'arriver dans un premier temps en disant bah, d'abord, dans un premier temps, on est d'accord avec vous, quand Total ferme des raffineries, en fait, quand ils le font comme ça, on perd du pouvoir et de l'autonomie. Parce que en fait, la raffinerie, une fois qu'elle est en Arabie Saoudite, il n'y a plus aucun contrôle dessus. Donc en fait, on a intérêt à ce que la raffinerie de Total, pour l'instant, elle ne ferme pas. Et on va défendre vos emplois. Mais on va demander aussi une transition de cette raffinerie pour qu'elle fasse autre chose que du pétrole. Voilà, là, il me semble que ça, c'est le genre de revendications et d'alliances sur lesquelles il y a possibilité de s'entendre si on écoute les revendications des autres. Et encore une fois, il faut aussi des mutuelles de transition. Enfin, si on dit aux gens, vous allez perdre votre emploi, ça va pas marcher, en fait. Si on dit, en revanche, on a créé des mutuelles et on peut vous payer vos salaires dans le temps du démantèlement de votre usine, là, ouais, ça c'est peut-être plus entendable. Après, sur la question de l'État, c'est intéressant parce que la raffinerie de Grandpuits, c'est aussi un autre exemple. Je suis beaucoup en discussion avec des raffineurs de Grandpuits en ce moment, et ils disent, bah voilà, en fait, ça c'est bien un truc, c'est pas simplement une question de propriété, parce que vraiment, s'il y a bien un truc dont on ne peut pas faire une coopérative, c'est une raffinerie. On va pas aller négocier à 30 ouvriers de Seine-et-Marne avec les Émirats d'Arabes Unis ou le Qatar. C'est pas envisageable. Donc ces négociations-là, elles ne sont pas possibles. Ça suppose des échelles de négociation que, en tant que coopérative, on n'a pas. Et là, c'est pour la question de l'État, pour faire la transition avec la question de l'État. Je pense qu'il y a un moment nécessaire, étatique, même si je pense qu'il faut à terme aussi se débarrasser de l'État qui a pour fonction de reproduire les rapports de classe, ça c'est clair, mais qu'il y a néanmoins nécessairement le besoin d'une force coercitive, ou en tout cas d'une force qui à un moment a le pouvoir de négocier avec des institutions qui se situent à des échelles extrêmement différentes de celles des coopératives. Ouais, merci à tous les deux parce que c'est vraiment passionnant, je crois, de vous entendre. Et puis on est sur des questionnements qu'on a beaucoup à la Técopole et qui sont infinis en fait, enfin infinis en ce sens qu'ils sont très complexes et qu'on cherche tous un peu le. Voilà, mais voilà, donc ça fait beaucoup réfléchir. Alors moi, je vais essayer d'être rapide. J'aurais peut-être une remarque et deux petites questions, enfin deux grosses questions. Elles le sont toutes, mais je vais essayer de les dire rapidement. Paul. Je suivais très bien jusque-là, jusqu'à ton positionnement, jusqu'à ta dernière intervention, que je trouve pour le coup extrêmement schématique, de dire seulement qu'il faut aller voir les travailleurs. Il y a quelque chose à aller voir des gens qui sont dans une position subordonnée, de domination de classe, menacés dans leur travail, etc. Et prendre en compte cette réalité sociale et dire que l'articulation de l'écologique et du social est indispensable et qu'on ne peut pas juste se contenter de faire des plans pour le climat et puis de ne pas considérer les effets sociaux. Mais dire seulement qu'il faut prendre en compte les revendications des travailleurs, ça me paraît quand même là pour le coup un peu schématique, quoi. Voilà, Mireille dit que le capitalisme, c'est une institution qui est aussi dans nos têtes, dans nos revendications, au-delà de distinctions de classe, de genre, de génération. Enfin, cette intersectionnalité, elle est à l'œuvre, mais il n'y a pas que ça. Et dans les revendications, je pense qu'il y a des choses à faire évoluer mutuellement. Je vois ça plus comme une acculturation mutuelle. Dans ce que tu as cité sur Grandpuits, ok, il y a eu cette alliance, mais cette alliance, c'était pas juste on vient dire qu'on est ok avec votre combat. Les écologistes sont allés aussi dire Total est en train de faire du greenwashing plus. Et c'est là que c'est noué quelque chose, pas juste dans une adhésion. Et quand tu dis que les revendications de pouvoir d'achat, bien sûr, elles peuvent s'entendre pour des gens dominés, etc., elles sont nécessaires, mais à condition de reposer la question de ce qu'est le pouvoir d'achat dans une société prédatrice où nous, société du Nord, nous sommes en haut de l'échelle, etc. Donc là, je trouve que c'est un peu... Voilà. Alors après, mes trois petites questions.
Il y en a une sur l'institution, mais là plus l'institution au sens classique, des institutions, des organismes. On a parlé de l'État, mais l'État c'est un grand truc. Quand vous en avez parlé, j'ai l'impression que c'est la prise du pouvoir gouvernemental, quoi, et des institutions, disons, de l'ordre de la Ve République. Mais les institutions qui sont ancrées à l'État, elles sont multiples. Et nous, la Técopole, on est dans une institution qui est l'enseignement supérieur recherche. Et je pense qu'on se donne une posture qui est de la travailler de l'intérieur. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est déjà le début d'une collaboration où on devient, je ne sais pas quoi, un ventre mou social-démocrate? Est-ce qu'il y a quelque intérêt à le faire? Est-ce qu'il faudrait mieux qu'on se réaxe sur les luttes? Je n'ai pas de réponse, on n'en a pas à la Técopole, mais on va encore en discuter la semaine prochaine à notre workshop et c'est l'occasion de vous entendre à ce sujet. Deuxième question, l'alternative. Ici, on est tous amoureux des alternatives. On tire notre chapeau à Notre-Dame-des-Landes, à tous les zadistes, à ceux qui sont sur le combat de la 69, à ceux qui essayent de se créer des lieux, des écolieux, des coopératives, des communautés. Tout ça, c'est bien évident. Mais quand on a fait inviter l'atelier paysan, ils ont eu un discours très fort quand même sur l'alternative comme niche. Alors certes, ils ont pris l'exemple du bio, qui est entaché de plein de problèmes parce que, disons, réinstitutionnalisé par l'État, avec la question des systèmes normatifs, de l'agrément, tout ça. Bon, c'est un peu spécial, mais malgré tout, souvenons-nous que le bio, il n'est pas surgi d'un truc de bobo, il est surgi d'alliances entre des consommateurs, des paysans, autour de la question des sols nourriciers, des sols vivants. Et pourtant, l'atelier paysan fait ce constat aujourd'hui que ce n'est qu'une niche. Hélas, comment ne pas être des fois un peu désespéré de voir que décennie après décennie, nos combats flamboyants, enfin nos combats ou les combats de ceux qui les mènent sur le terrain, ont un effet de niche. Et alors là, j'arrive à ma troisième question que je trouve la plus, pour moi, elle est la plus désespérante avec mon point de vue d'historienne. Mais bon, vous avez rappelé un peu de manière de principe philosophique, enfin entre philosophie et économie, ce qu'est le capitalisme, qu'on l'appelle ordre industriel, ordre capitalistico-industriel, tout ça, voilà, une pensée qui s'est réélaborée à partir du marxisme, d'autres trucs. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces lectures, je suis une toute petite lectrice naïve de Marx et de tout ça. Bon, j'essaie. Mais le capitalisme, aujourd'hui, me semble qu'il prend une dimension plus. C'est tout ce que vous avez dit, mais est-ce que ce n'est pas encore autre chose dans ce que tu as mentionné, c'est-à-dire une financiarisation qui fait que là, il y a un méta-ordre financier auquel même on ne comprend plus rien, qui est à la nanoseconde, enfin voilà. Un ordre technologique qui, avec l'intelligence artificielle, est en train de prendre aussi une dimension, peut-être pas que ça d'ailleurs, on peut aussi parler des biotech, de je sais pas quoi, enfin, un espèce de truc qui nous échappe, quoi. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir les pygmées? Je pense aux pygmées comme une sorte de métaphore de l'époque de la colonisation, quand l'ordre colonial est tombé, tu l'as dit, dès le XVIe siècle, sur certaines populations, quoi, qui tout à coup se sont trouvées dominées par un ordre complètement insaisissable, face auquel elles ne pouvaient plus rien. Moi, je suis la spécialiste, je crois, des fois, de la mise en question de trucs vraiment un peu désespérants. Mais est-ce que d'un point de vue théorique, vous êtes un peu mieux armé pour faire face à cette vision-là? Est-ce que vous la pensez? Est-ce que ça se pense dans certains lieux intellectuels qui sont les vôtres? J'ai plusieurs réactions. Donc, on a évoqué le cas des travailleurs de l'aéronautique qui vont à Moselle, donc les militants écologistes. Donc, je vous signale qu'il y a déjà un collectif de travail de l'aéro qui s'appelle les ateliers d'ICAR, donc ils se sont constitués et qui ont pris ce problème d'écologie, donc qui en ont conscience. Donc, c'est un collectif qui pense à organiser des initiatives pour aider les salariés de l'aéronautique à apprendre à bifurquer. Donc, de manière concrète, ils sont déjà en train de réfléchir à ce qu'on appelle polyactivité, c'est-à-dire pouvoir faire autre chose que le travail de base. Comme par exemple, travailler au bureau pendant 3 jours, puis ensuite faire une journée à une ferme. D'ailleurs, le jeudi 13 juin, il y a une séance qui est proposée pour pouvoir expérimenter ce genre de choses à la cartoucherie. Vous pouvez le trouver sur leur site, c'est atelier-dicar.org. Ma deuxième réaction, c'est que on parlait, on évoquait à l'instant le fait qu'il serait difficile d'avoir une coopérative qui serait capable de négocier avec des grands acteurs comme par exemple les groupes pétroliers au Moyen-Orient.
signaler qu'en Espagne, il y a une fédération de coopératives qui fait près de 80 000 employés. Je crois que sur Wikipédia, ils mettent également un chiffre d'affaires, c'est assez conséquent, 24 milliards de dollars en 2014. Donc on a déjà une preuve empirique que on peut très bien avoir un grand groupe, enfin un équivalent d'un grand groupe, mais avec un idéal coopératif. Donc c'est déjà fait en Espagne. Troisième réaction aussi, c'est que je pense qu'on gagnerait beaucoup à mieux recenser différentes initiatives locales. Moi-même, je fais partie, je suis membre d'un Fab Lab sur Toulouse, j'ai cofondé une association aussi qui réfléchit à amoindrir l'empreinte écologique du secteur électronique. C'est en partie pour répondre à des préoccupations concernant ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire l'accaparement des avancées de technologie par quelques grands groupes prédatrices, asiatiques et américaines, comme les GAFAM par exemple. Là-dessus, pour avoir un aperçu des autres initiatives locales, pour penser à une économie différente de ce qu'on connaît actuellement, le capitalisme industriel, et dans une moindre mesure les nouveaux capitalismes que sont la capitale de surveillance. Je serai présent dans un stand le 15 juin au 10 rue Tripierre, dans le lieu qui s'appelle Artilect. Dans les discussions, dans ce que j'entends, ce que je comprends, qui sont passionnantes d'ailleurs, merci beaucoup, j'ai l'impression que on dit qu'un retour, enfin la question de l'échelle a été posée pas mal, de réduire l'échelle de la production, ce genre de choses. Et j'ai l'impression, de ce que j'en comprends, que ce qui se dit pas mal dans les discussions, c'est que ce serait quelque chose de nécessairement progressiste. Mais est-ce que, enfin, dans la question de comment produire et d'articuler la bifurcation, il y a un prérequis qui est d'articuler la bifurcation avec la nécessité de satisfaire les besoins du monde, de tous et toutes dans le monde entier, les besoins de s'alimenter, de se loger, de se vêtir dignement, etc. Est-ce que de ce point de vue-là, précisément, ce ne serait pas intéressant d'étendre la production sur des échelles, d'aller au contraire, dans des échelles d'extension de la production, à une échelle, sur des échelles justement internationales, qui sont des choses que je pense un petit peu à plus long terme. On est un peu au-delà de la prise de pouvoir, etc., puisqu'on est évidemment en dehors du cadre capitaliste, mais précisément, justement, pour le coup, une des choses qu'a produite le capitalisme, c'est d'avoir réussi à concentrer énormément, des énormes masses de travailleurs, d'avoir organisé la production sur des échelles jamais vues auparavant, et c'est aussi ça qui a permis justement aux capitalistes d'étendre la production à des niveaux jamais atteints. Alors évidemment, vu que ça se fait avec la quête du profit, etc., ça se fait sans aucun souci du vivant, de la terre et de la destruction que ça produit derrière, évidemment, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas partir de cet acquis-là, d'autant que, typiquement chez Marx, il y a quand même cette idée-là du fait que le capitalisme porte en lui-même son propre fossoyeur, c'est-à-dire que le capitalisme produit cette concentration de travailleurs, produit cette organisation des travailleurs qui à un moment donné justement le renverse parce qu'ils se sont retrouvés organisés entre eux et qui voient bien qu'ils n'ont plus besoin de cette classe de parasites. Est-ce que justement il n'y aurait pas du coup la possibilité de partir de cet acquis pour concentrer la production et en fait d'une certaine manière l'optimiser, avoir à un certain endroit on produirait telle ou telle chose, je sais pas, dans l'agriculture aussi, éviter d'avoir des petites parcelles justement, des petites parcelles de paysans qui produiraient chacun dans leur coin, mais plutôt de penser ça sur des grandes échelles où du coup il y aurait assez peu de personnes pour produire de quoi justement nourrir toutes les personnes, tout ce qu'il faut, mais avec suffisamment peu de... optimiser en fait un petit peu, et que ça, j'ai l'impression que ça passe quand même plutôt par une extension de la production, plutôt que par une réduction de l'échelle. Voilà. Pardon, je n'ai pas été trop long. La proposition que vous faites, elle me fait penser à ce que j'appelais comme l'écomodernisme en fait dans ma présentation. Pour moi, je ne crois pas qu'il est possible de penser à la bifurcation écologique sans réduction de l'échelle de production. Je n'arrive pas à imaginer. Il faudrait me donner les preuves qu'il serait possible de garder la puissance productive. Si j'ai bien compris votre propos, si je ne l'ai pas compris, je m'en excuse, de garder la puissance productive, mais pas capitaliste, et donc de la partager. Mais en fait, cette puissance productive, elle s'assoit
en nature, je veux dire en essence, elle s'assoit sur l'exploitation et de la nature et des travailleurs sur les grandes inégalités. Je ne vois pas comment on peut avoir une puissance productive sans ces conditions-là. C'est la même chose pour moi en fait. C'est même pas des conditions, c'est la même chose. Je crois que si on veut effectivement revenir dans des limites et avoir une terre habitable, c'est réduire la puissance productive. Donc c'est penser effectivement à la question de la richesse matérielle, des conditions de vie, d'une autre manière que l'extension du choix. Parce qu'en fait, fondamentalement, il y a quand même aussi derrière un imaginaire qui est que la production a comme objectif d'augmenter le choix continu des consommations. Or, on peut tout à fait imaginer que la vie et les choses dont on a besoin ne se donnent pas à voir par une extension du choix. Parce qu'en fait, là, on est dans une situation où on peut manger n'importe quoi qui vient de la planète entière à toute heure du jour et de la nuit. À Toulouse, c'est ce qu'on peut faire. On peut, à minuit, commander des fraises qui viennent de l'autre bout de la planète, des avocats, etc. C'est ça, la puissance productive. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une richesse de vie et de... Voilà. Donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de bifurcation sans décroissance productive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Décroissance productive, ça ne veut plus rien dire non plus. Ça donne un premier pas, mais après, il y a plein de façons de décroître. Il peut y avoir une décroissance totalitaire, enfin, je veux dire autoritaire, etc. Il y a des entreprises qui parlent de décroissance. Et ce sont des entreprises capitalistes. Donc, je dis simplement que ça me paraît incontournable comme premier pas. Après, la question politique, elle se déroule après. Je vais répondre un petit peu aux questions de Laure. Moi, quand tu parles, est-ce qu'on peut transformer... L'État, c'est une façon théorique de parler. Évidemment qu'ensuite, l'État, il y a les différents ministères, il y a les collectivités locales, il y a un certain nombre d'agences qui travaillent pour l'État, et donc c'est concrètement plein de choses. Et à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a des brèches, évidemment. Il y a l'Institut et l'Instituant. Donc on peut, à mon avis, sinon on ne pourrait pas parler là. À l'intérieur, moi, je suis fonctionnaire, donc je prends les espaces qu'on m'a donnés pour faire autre chose et pour transformer. Je ne crois pas qu'il faut lâcher là-dessus. Après, pour les questions que tu poses, moi, j'ai pas de réponse. J'ai l'impression que les alternatives sont d'autant plus, c'est ce que disait Paul, d'autant plus fécondes si elles sont liées à des luttes et des confrontations. Voilà. Par contre, on est dans une situation historique dans laquelle c'est désespérant. Parce que malgré tout le foisonnement quand même sur le territoire, il y a quand même plein de choses qui se passent en termes écologiques, alternatives et même de lutte, qui sont quand même assez enthousiasmantes. Quand on participe à des luttes comme la 69, on est quand même porté par une sorte d'enthousiasme, etc. Mais quand on met ça à l'échelle, quand on regarde en termes macro, pouf, poum, ça retombe, hein, c'est ce que dit l'atelier paysan. Donc ça, moi, je suis dans ce constat et j'ai pas de feuille de route. Je pense qu'il faut continuer à tenir et voilà. Et après, par rapport à la question de l'État, ou en tout cas du capitalisme qui part dans des sphères qui sont absolument gigantesques et qu'on serait les pygmées, j'ai l'impression qu'on est dans une rupture peut-être. Il y a une telle accélération, effectivement, des dynamiques industrielles, de contrôle numérique, etc., que moi, j'ai l'impression qu'il y a une obsolescence là qui arrive très très vite pour nous, les êtres humains qui sommes nés pas tout de suite là. Et je pense moi, je vis ça, effectivement, à mon âge, me dire je suis déjà obsolète et je ne sais pas quels sont les êtres humains qui vont être là, mais je ne suis voilà, ce n'est qu'un constat de l'accélération. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'au bout. Il y a aussi, est-ce qu'ils ne vont pas rencontrer des limites que nous on ne voit pas, pas simplement les nôtres qu'on opposerait par la lutte, mais des limites qui sont ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Ouais, bah merci beaucoup pour vos questions. Je précise hein, sur la question de la revendication des travailleurs, se mettre aux revendications des travailleurs, je l'entendais vraiment d'un point de vue tactique en m'adressant aux écologistes. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que dans l'Alliance, on se change mutuellement et on se change notamment sur la question du productivisme. Et on se change pourquoi dans la question du productivisme? Parce que là, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire cette idée que vous rappelez, qui est une des idées que Marx a eues à un certain moment et qui a eu une grande partie de la tradition marxiste après lui, dominante en tout cas, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. C'est l'idée que en développant la production, ou en tout cas se basant sur les acquis du capitalisme en termes de production, on allait pouvoir émanciper les travailleurs. De quoi? De la
la dépendance à la nature et au travail. Or, en fait, je crois que cette équation-là, elle est problématique. On s'émancipe pas de la nature. Je pense que c'est ça quand même la grande signification de la crise écologique. Et on peut sans doute pas s'émanciper de toutes les formes de travail. On peut s'émanciper du travail salarié, c'est ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas s'émanciper du travail en général. Et je pense que là, il y a eu en tout cas dans le marxisme cette idée très forte que, voilà, en développant la production, en fait, les êtres humains, dans un certain marxisme, en tout cas, les êtres humains, ils allaient pouvoir ne plus travailler. Ils allaient pouvoir acquérir tout un ensemble de choses sans avoir à travailler. Et c'est mieux, en fait, de ne pas travailler. On est globalement d'accord. Mais en fait, je crois que ça rencontre voilà, des limites écologiques et naturelles qui font qui sont pas possibles. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que ça, c'est un modèle chez Marx, qu'il y a, me semble-t-il, un autre modèle, qui est l'idée selon laquelle la coopération gigantesque qu'a produit le capitalisme, c'est-à-dire le système dans lequel il y a le plus de coopération, bizarrement, le plus de concurrence, mais aussi le plus de coopération entre des individus, c'est un système d'échange et donc pas de production. Ce sur quoi il faut se baser dans le capitalisme, c'est sa capacité à favoriser des échanges. Donc en fait, si on veut dire on va décroître dans la production de marchandises, et il faut sortir du productivisme et du régime de la croissance, ça ne veut pas dire décroître dans les échanges, dans les circulations, dans les échanges sociaux, ça veut dire décroître simplement sur ce type d'échange qui est devenu totalement dominant dans le capitalisme, qui est un échange qui vise simplement à la production de marchandises pour le profit. Donc en fait, oui, moi je ne suis pas par exemple contre les villes, c'est un discours très, très commun dans l'écologie radicale, de dire il ne peut pas y avoir de ville à plus de 20 000 habitants. Je ne crois pas du tout, en fait, je pense qu'il peut y avoir de la circulation, y compris de la circulation de biens de subsistance, et qu'on peut avoir des villes avec des grandes populations qui sont en fait des lieux d'échange. En revanche, qui ne peuvent plus ou ne pourront plus être des lieux axés intégralement sur l'augmentation permanente de la production. Et juste sur la dernière remarque, parce qu'après je suis d'accord sur les autres points, mais sur cette question d'un méga-capitalisme, oui, on fait l'épreuve d'institutions qui sont en train de devenir des méga-machines de capture de pouvoir, de capture institutionnelle, on peut dire voilà, des super machines de capture, comme auraient dit Deleuze et Guattari, c'est-à-dire des nouvelles institutions. Mais en fait, ça a déjà existé plein de fois dans l'histoire, des institutions comme des États qui émergent sur des pouvoirs qui étaient pas là antérieurement. Donc des institutions capables de capter des forces qui, quand elles sont en train d'être constituées, apparaissent insurmontables, mais qui en fait le sont toujours que provisoirement. Et moi, je suis assez contre la vision du capitalisme comme d'un méga-capitalisme ou d'un système qui fonctionnerait tout seul, d'un système avec des flux qu'on ne pourrait pas maîtriser. Comme ça, voilà, d'un système auto-valorisant dans lequel il n'y aurait plus d'agents, il n'y aurait plus d'acteurs. En fait, il a besoin pour fonctionner de toutes les personnes qui travaillent, il a besoin du fait qu'on consomme, ils ont besoin de tout ça. Donc en fait, c'est quand même le cœur de, je pense, l'espoir positif qui est là-dedans. C'est que tout ce système-là, il ne fonctionne pas sans travailleurs, sans consommateurs, sans tous les gens qui le font participer. C'est pas, voilà, il y a plein d'institutions auxquelles on participe, certes, mais il y a quand même nous qui le faisons marcher. Donc nous aussi, qui avons, peut-être moins quand on travaille à l'université, mais dans plein d'endroits, la capacité d'interrompre la machine du capitalisme. Et ça, je pense que c'est pas les coopératives qui font ça, je pense que ça, c'est la grève, quoi. Et qu'on sort de tellement de périodes de grève défaites qu'on a l'impression que ça marche plus. Mais en fait, ça marche plus jusqu'au moment où ça marche. Et au moment où ça marche, une grève, c'est quand même toujours... voilà. Et on voit, par exemple, je reprends sur cet exemple des raffineries, après je m'arrête, mais... quand les raffineries s'arrêtent, comme dans plein d'autres endroits, en fait, on va réquisitionner des travailleurs. C'est bien la preuve que, en fait, si ces secteurs-là, ils s'arrêtent, le capitalisme, dans certains secteurs, il ne fonctionne plus. C'est donc bien la preuve qu'il y a un pouvoir extrêmement fort. L'autre pouvoir auquel on se confronte, du coup, c'est le pouvoir de l'État et de la force armée, de la police. Mais c'est bien la preuve que tout ce système-là, il ne fonctionne pas tout seul, quoi. Ce n'est pas un système auto-valorisant.
D'abord, merci. J'avais juste une question. En fait, vous vous opposez beaucoup des gouvernances locales et des gouvernances un peu plus à grande échelle. Et vous défendez beaucoup l'idée qu'elles sont antagonistes. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que deux systèmes de gouvernance peuvent coexister, un plus factuel qui s'appuierait sur des réalités locales et un plus théorique qui permettrait en fait une organisation, une direction, quand vous parlez de une prise de décision, enfin une prise de décision qui permettrait une organisation plus générale. Et en fait, ma question, elle amène principalement quelle serait pour vous en fait la place de l'Union européenne dans cette stratégie-là qui aurait pour but de... je ne sais pas si je suis clair. Merci. Moi, je m'interrogeais vraiment sur la nature de l'écologie politique, parce que dans l'opinion publique, on a l'impression parfois que certaines personnes ne cernent pas la nature de ce mouvement politique, quand bien même il existe depuis très longtemps. Et pour certains, ça devrait être quelque chose qui est... et puis on le voit d'ailleurs, les partis essaient de l'intégrer, même si leur idéologie profonde ne correspond pas à l'écologie. Mais il faudrait que l'écologie soit partout. Donc moi, je me pose la question de la nature inhérente à l'écologie politique. Et parfois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui correspond le mieux avec l'anarchisme. Dans le sens où vous avez tout à l'heure évoqué la question des coopératives. Et quand il s'agit du communisme, c'est la mise en commun des moyens de production. Mais il y a quand même une autorité au-dessus. Enfin, il y a quand même un État, finalement, une organisation. Et aussi, il y a le fait qu'on a testé au cours de l'histoire le communisme et des modèles totalitaires d'extrême droite. Mais finalement, l'anarchisme, ça n'a jamais été appliqué, ça n'a jamais rencontré la réalité, ou pas en Occident, ou pas à des échelles globales et nationales. Et du coup, je me dis peut-être que l'écologie politique, c'est ce vers quoi ça tend, mais sous une nouvelle forme. Et du coup, avec des coopératives, ce serait le renouveau de la question anarchiste. Voilà. Je voulais vous entendre sur ce sujet. Merci. Merci. Oui, c'était à moitié une boutade en fait, mais tout à l'heure quand j'entendais la personne, je crois que c'est vous, qui parlait de faire à grande échelle parce que c'est plus efficace en fait, et ça me faisait un peu penser, c'est vrai que si on décroît et qu'on arrête de se soucier d'avoir plein de marques pour le même objet, on peut effectivement organiser ça. Puis j'ai quand même pensé à la Trabante pour tout le monde. Mais la question, on peut pas. Enfin, je pense que les militants, selon l'endroit d'où on vient, font qu'on bosse les connaissances des autres. En fait, alors les nôtres, l'histoire sociale, etc. Mais quand on est plutôt un militant du social, je pense qu'il faut qu'on bosse nos connaissances en écologie. Et cette question-là de produire de manière hyper efficace, alors avoir des très grands champs. Pour pouvoir être efficace, là, il faut qu'on se forme sur la question des sols, sur qu'est-ce que ça fait quand on a d'immenses parcelles, sur la monoculture, etc. Enfin, on sait les dégâts que ça a fait. Et après, je ne dis pas que les petits paysans avaient une vision militante de ce qu'ils faisaient, mais n'empêche que ce qu'ils faisaient, ça faisait beaucoup moins de dégâts avec leurs petites parcelles entourées par des haies. Et donc, en tout cas, c'est juste pour dire que si on veut avoir... Enfin, il faut peut-être pas tous, il y a des gens ici qui sont très, très cultivés dans tous les domaines, mais je pense qu'il faut tous qu'on bosse, en fait, pour pouvoir faire des propositions qui soient le plus pertinentes possible. Et ça veut dire, pour les militants communistes, notamment, de bosser son écologie, quoi. Voilà. Une ou deux dernières questions. Bonsoir, merci beaucoup pour cet événement. Alors, je pense que ma question, elle va aller un peu dans la
continuation de d'autres questions qu'on a eues avant. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est pas en abolissant le capitalisme qu'on va résoudre la question démocratique, mais que c'est plus en résolvant en fait la question démocratique qu'on va réussir à abolir le capitalisme. Et là, dans ce cadre-là, l'hypothèse que j'émets, c'est que la question du régime de croissance économique dans lequel on est actuellement est liée justement à ce capitalisme et à son caractère anti-démocratique. Et donc là-dessus, ma question, c'est notamment justement sur ces histoires d'échelle des luttes, en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, il me semble qu'il apparaît comme ça quand on regarde un peu vis-à-vis des intuitions qu'on peut avoir dans la population, qu'il est beaucoup plus simple de réaliser la démocratie économique, par exemple au niveau d'un État, parce que finalement on se dit que il suffit de changer de politique, ou en tout cas que, on va dire, dans une perspective réformiste de l'État, en fait, il y a quelque chose à faire. Là où finalement, en fait, la démocratie économique plus révolutionnaire, qui finalement se situe aussi dans les entreprises. D'ailleurs, on voit un petit peu qu'il y a cette distinction d'objet finalement aussi dans l'opposition entre réformisme et révolution. Que là, en fait, si on a un mouvement marginal, en fait, il peut toujours être écrasé par l'autoritarisme des puissances étatiques, en fait, et de tout l'appareil de force, en fait, qui y a derrière. Et du coup, qu'il faut forcément, en fait, un mouvement massif et qui paraît du coup beaucoup plus important pour arriver au résultat. Et donc, en fait, un peu ma question, c'est comment est-ce qu'on articule une solution qui paraît simple. Et puis, en fait, sur la question aussi de la planification écologique, il semblerait que la façon dont on l'aperçoit souvent, c'est avec justement ce rôle de l'État, d'ailleurs ce rôle même de l'État-nation, on pourrait préciser, et en fait de l'articuler en fait avec une solution qui paraît beaucoup plus complexe, mais qui paraît aussi beaucoup plus essentielle en fait pour véritablement réussir à changer de système. Merci. Merci pour vos questions. Ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure que la soirée avance, donc c'est compliqué. Heureusement que ça s'arrête bientôt, parce que là, ça va devenir impossible. J'essaie de reprendre un peu dans l'ordre, j'espère de pas oublier trop de choses. Bon, voilà, pour moi, l'Union européenne, pour l'instant, en tout cas, enfin, pas pour l'instant, telle qu'elle se constitue, ça fait partie de ces appareils de capture dans lesquels, voilà, des méga machines sur lesquelles on a de moins en moins de pouvoir. Et qui, elles, en ont de plus en plus, et qui, en fait, limitent très fortement l'autonomie politique. Donc, je suis assez sceptique sur l'Union européenne, et pas sur l'idée d'une Europe et d'une fédération des peuples, hein, mais sur les formes que prend cette institution, qui me semble reproduire au carré tous les problèmes des États capitalistes modernes, quoi. Bon, voilà, ça c'est ça. Mais pour donner des exemples un peu plus précis, le Green Deal, par exemple, c'est un plan de transition énergétique en grande partie fait par l'Union européenne post-Covid, qui engage des milliards d'euros, qui est tourné quasi intégralement vers l'augmentation du profit vers certaines entreprises, que ce soit des entreprises énergétiques ou des entreprises du bâtiment. Donc là, on voit bien qu'eux, ils ont une manière de penser la transition énergétique qui est complètement intégrée au capitalisme, quoi. Donc à cet égard, j'ai peu d'espoir du côté de l'Union européenne. Sur la question de l'anarchisme, là c'est peut-être l'envers. Oui, bon, je pense que c'est un fait que les mouvements écologistes contemporains, et pas que contemporains, se sont beaucoup plus inspirés de l'anarchisme que du communisme, ou en tout cas du communisme marxiste. La principale raison, c'était que le communisme marxiste, il a été dans ses grandes lignes productivistes, donc c'était quand même assez difficile de le rendre compatible avec des préoccupations écologistes. Et à cet égard, bon, voilà, c'est des alliances, les mouvements libertaires ont plus informé la pensée écologiste et de manière légitime. Mais après, c'est les points sur lesquels j'ai essayé de revenir. Moi, je pense qu'il y a un moment, et je ne sais plus, quelqu'un dans la salle qui vient de faire la remarque, voilà, à un moment, il y a un risque de coercition très fort de la part des États. Et s'il n'y a pas de destruction ou de prise de ces États-là, ils vont forcément se retourner contre les expérimentations radicales. Donc voilà, je pense que ce serait la limite d'une perspective, disons,
anarchiste, strictement anarchiste dans notre cadre. Les grandes expériences qui ont marché, je pense, qui peuvent être un peu des exemples des 40 dernières années, sur des modèles très différents, disons le Chiapas ou le Rojava, c'est des expériences dans lesquelles il y a des situations d'effondrement de l'État, soit au Mexique, parce que en fait, c'était des zones dans lesquelles l'État était quasiment plus là au moment de l'insurrection, soit à cause de la guerre en Syrie. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles il y a des formes institutionnelles qui émergent parce qu'il n'y a plus d'État. Dans les autres situations, il y a toujours le risque que l'État se retourne et il faut pouvoir se défendre ou se prémunir contre ce risque-là. Voilà. Non, bah je redis à peu près la même chose, oui, que c'est la question de l'Union européenne. Moi, la question du territoire, enfin, c'est la question de l'échelle du territoire. Il n'y a peut-être pas de principe unique. Le bon territoire, ce serait la commune ou la région, ou ça dépend de ce qu'on produit, à quel niveau. Il y a des choses sur lesquelles il faut une organisation sur un territoire plus large, sur lequel on peut avoir un tout petit territoire au niveau d'un village, ça dépend. Il y a un principe de subsidiarité qui est assez intéressant. Voilà. Ce que l'Union européenne est maintenant, je suis tout à fait d'accord avec la critique que tu portes, et ça c'est une évidence, c'est une bureaucratie au carré, très néolibérale, qui administre le marché européen, donc on est dans l'administration du marché, on est complètement dans cette logique-là, et pour l'instant on ne peut pas voir d'alternatives ou de choses intéressantes arriver de ce côté-là tel que c'est institué. Voilà, donc après pour la question de l'écologie politique et de son adéquation historique avec l'anarchisme, ça oui c'est complètement un fait. Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce qu'il y a une évolution du marxisme qui remet en question le productivisme? Il me semble que oui, il y a des travaux de plus en plus importants et il y a quand même quelque chose qui s'y passe, malgré que historiquement, et dans les formes très organisées, très anciennes au Parti communiste, par exemple, etc., on s'est carrément marqué par le productivisme. On n'est pas encore sorti de ça. L'éco-marxisme concerne quand même une petite partie de la famille marxiste. Je peux constater ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais voilà. Je voulais répondre juste ça. Bon, ben on va en terminer là. Du coup, merci beaucoup d'avoir été présent pour la richesse du débat, pour toutes vos questions. Alors juste, il y aura la poursuite des débats stratégiques le 18 octobre. Cette fois, on recevra Daniel Tagnuro pour la sortie de son livre Écologie, lutte sociale et révolution. Donc voilà, ce sera un peu dans la même veine, avec une autre vision probablement, mais voilà. Et aussi, donc, dans 2 semaines, il y a organisé par l'Atécopole aussi, une journée d'études sur les victimes environnementales. La pollution, c'est coupable, sa police, sa justice. Donc je pense que ça va prolonger les constats qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est le 24 juin à Sciences Po Toulouse. Voilà.